Imaginez qu'on puisse expliquer tout un pan de la théorie de l'éducation avec tous ces concepts un peu compliqués en utilisant une simple éponge de cuisine. C'est une idée un peu surprenante, oui. C'est un peu fou comme idée, mais c'est le pari d'un article de recherche absolument passionnant sur lequel on a mis la main. Oui, un article de Julien Alvarez qui s'appelle La ludopédagogie comptée par une éponge. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air. Ce texte a quand même reçu le prix de la meilleure communication au colloque international Game Evolution en 2024. Ce qui n'est pas rien. Non, ça souligne bien la pertinence et l'originalité de l'approche. Tout à fait. Et notre mission aujourd'hui, c'est de se servir de cette éponge comme une sorte de fil conducteur pour démêler un vrai sac de notes concept. Ludopédagogie, gamification, jeu sérieux. Exactement. On entend ces mots partout, surtout depuis les années 2000, 2010, mais ils sont souvent un peu flous. Et utilisé un peu à tort et à travers. Voilà. Alors, on va essayer d'y voir plus clair grâce à notre éponge. Bon, pour commencer par la base de la base, qu'est-ce qui fait qu'un objet devient un jeu? Intuitivement, on se dit qu'un ballon, c'est un jeu. Une pierre, non. Mais l'article nous dit que c'est pas si simple. C'est même tout le contraire. L'article insiste beaucoup là-dessus. Un jeu, c'est avant tout une construction sociale. C'est-à-dire? Bah, l'exemple qu'il donne est excellent. Imaginez des humains de la préhistoire qui tomberaient sur un Blu-ray. D'accord. Pour eux, ce n'est qu'un disque qui brille, peut-être un miroir un peu bizarre. L'idée que c'est un jeu vidéo leur est totalement étrangère. L'objet n'a pas de nature ludique en soi. Il faut donc qu'on se mette d'accord en tant que groupe pour que ça devienne un jeu. Exactement. Et ce processus, il porte un nom. La ludicisation. C'est le moment où un groupe de personnes, de manière explicite ou juste par leurs actions, décide qu'un objet ou une situation sort de son cadre habituel pour entrer dans celui du jeu. C'est une question de perception, en fait. Totalement. Notre perception est subjective, elle est façonnée par notre culture, nos expériences. Appliquons ça à notre fameuse éponge. Sa fonction première, officielle, c'est de nettoyer. Mais si je suis dans la cuisine avec un ami, que je l'imbibe d'eau et que je lui lance en souriant, Le geste change de nature. voilà, ce n'est plus une attaque, c'est une invitation à jouer à la bataille d'eau. L'éponge, à cet instant précis, n'est plus un ustensile de ménage. Et ce détournement de fonction, l'auteur l'appelle une catacrèse, en se basant sur les travaux du chercheur Pierre Rabardel. On sort l'objet de son usage prévu. L'éponge n'a pas été conçue pour être lancée. Non, elle n'a pas été conçue pour être un projectile doux et inoffensif, mais c'est ce qu'elle devient. C'est l'usage qu'on en fait, son instrumentalisation qui la transforme. C'est ça le cœur de la ludicisation. D'accord, donc en théorie, n'importe quel objet peut être ludicisé. Mais il y a une différence entre jouer une fois avec une éponge et le fait que l'éponge devienne un véritable jouet. Comment on passe de l'un à l'autre? Ah, c'est une question de culture et de design. Si ce jeu de lancer d'éponge devient populaire, si des enfants commencent à y jouer dans la cour de récré, si ça se transmet, Si ça devient un truc, voilà, si ça devient un truc, alors collectivement, on peut commencer à percevoir l'éponge comme un jouet potentiel. Et c'est là que le design peut venir renforcer cette perception. L'article parle d'indices ludogènes. des indices qui crient «Joue avec moi», en quelque sorte. C'est exactement ça. Si un fabricant se met à produire des éponges parfaitement sphériques, Elle ressemble à des balles. exactement. Si en plus il les fait de couleurs vives, flashy, on s'éloigne encore plus de l'image de la vieille éponge rectangulaire qui traîne au fond de l'évier. Ces indices visuels, ils suggèrent une nouvelle fonction possible, celle de jouet. Et ça existe déjà, en fait. Je pense aux éponges en forme de petits animaux pour le bain des enfants. Ou même pour les chiens et les chats. Oui, là on a franchi un cap. On a franchi un cap et on arrive sur un autre concept clé, le jouet sérieux, ou serious toy en anglais. Prenons cette éponge en forme de canard pour le bain. D'accord. Son but premier, c'est d'amuser l'enfant, bien sûr. Mais il y a souvent une intention utilitaire derrière. Aider l'enfant à accepter d'aller au bain, lui apprendre à se laver seul de manière ludique. L'intention sérieuse est là, mais elle n'enlève rien à la liberté de l'enfant. Précisément. Il peut tout à fait ignorer le côté apprentissage et juste faire flotter son canard ou l'envoyer s'écraser contre le mur de la salle de bain. Exactement. L'enfant a le dernier mot. C'est ce que le chercheur Gonzalo Frasca nomme le jeu de type païdia. Le jeu libre, le simple fait de s'amuser, le désordre créatif.
Le concepteur peut suggérer un usage, mais le joueur reste le maître du jeu. Ok, donc on a la Paidiadia, le jeu libre, mais beaucoup de jeux ne sont pas libres, ils ont des règles très strictes. Un jouet, comme une poupée, n'a pas de condition de victoire, mais à notre bataille d'éponge, on peut très bien en ajouter. Bien sûr. Par exemple, le premier touché 3 fois a perdu. Qu'est-ce qui change à ce moment-là? Eh ben, on bascule dans une autre catégorie de jeu. On quitte la paidia pour entrer dans le ludus, pour reprendre les termes du sociologue Roger Caillot. Le ludus? Oui, le ludus, c'est le jeu encadré par des règles, avec un but, des contraintes, souvent une condition de victoire ou de défaite. L'éponge n'est plus un jouet à utiliser librement. Elle devient un accessoire au service d'un système de jeu structuré. Et si, comme pour le jouet, on mélange ces règles avec une intention sérieuse? Imaginons, avec les éponges animaux dans le bain, on invente un jeu. L'enfant doit fermer les yeux et je lui donne une éponge. Il doit deviner, juste au toucher, si c'est le crocodile ou l'hippopotame. Ah, voilà. Le but n'est plus juste de s'amuser, c'est de développer son sens tactile. Alors là, attention, c'est le moment où il ne faut pas se mélanger les pinceaux entre deux termes qui se ressemblent beaucoup, mais qui désignent des choses différentes. Ce que vous venez de décrire, c'est du serious gaming. Le serious gaming, c'est-à-dire... C'est l'acte de détourner un jeu ou un jouet qui existe déjà pour l'utiliser dans un but utilitaire. On prend des jouets, les éponges animaux, et on invente une activité structurée, des règles, pour atteindre un objectif pédagogique. Le jeu n'a pas été conçu pour ça à l'origine. Non, mais on l'adapte. D'accord. Et l'autre terme, du coup, c'est le fameux serious game. Quelle est la différence? Elle me semble mince. Elle est subtile mais fondamentale. Un serious game, ou jeu sérieux, c'est un produit qui a été pensé et conçu dès le départ pour allier une finalité utilitaire à des mécaniques de jeu. Dès la conception? Voilà, si un fabricant vendait une boîte Mon safari de bain avec les éponges animaux, mais aussi un livret de règles expliquant plusieurs mini-jeux pour développer la reconnaissance des formes, la mémoire, là ce serait un serious game. Le produit n'est plus vendu comme un simple jouet. Exactement. Il est vendu comme un outil ludo-éducatif. C'est beaucoup plus clair. Le gaming est un détournement, le gaming est une conception intentionnelle. Revenons à notre éponge de base, la classique, jaune et verte. On a vu qu'on pouvait la ludiciser en se la lançant. Mais peut-on la transformer en outil de serious gaming? Absolument. D'ailleurs, l'auteur de l'article raconte qu'il l'a fait lui-même. Ah oui? Oui, lors d'une conférence à Lyon en 2023, il a distribué ses éponges au public pour un quiz. La règle était simple, vous levez le côté vert pour vrai, le côté jaune pour faux. C'est génial comme idée. L'éponge, objet de nettoyage, devient subitement une manette de vote. On change complètement ce que le sociologue Irving Goffman appelle le cadre de l'expérience. Mais on peut aussi imaginer d'autres approches où on ne détourne pas l'éponge de sa fonction, mais on la rend juste plus fun. C'est une autre famille de concepts. On peut tout à fait conserver la fonction utilitaire, faire la vaisselle, mais jouer sur l'apparence de l'objet. Ça me fait penser que j'ai acheté une brosse de toilette en forme de cerise. Je ne suis pas certaine que ça rende la tâche plus ludique, mais ça illustre parfaitement le concept. Exactement. Et il y a un nom pour ça, pour le fait de designer une brosse à vaisselle en forme de Pac-Man pour la rendre plus cool. Oui, ça s'appelle la toification. On conçoit un objet du quotidien pour qu'il ressemble à un jouet. La fonction ne change pas, mais l'apparence, si. D'accord. Et c'est là qu'on doit encore faire attention à deux autres termes, ludification et gamification. Attendez. Toification, ludification, gamification. Pour moi, ça sonne un peu comme la même chose. C'est quoi la vraie différence concrète? C'est la confusion la plus courante, et c'est une distinction importante. La ludification, c'est le fait de rendre une situation ou un objet plus amusant, souvent de manière esthétique, mais sans forcément de but précis derrière. C'est cosmétique. C'est ça. Votre éponge Pac-Man est toyifiée dans son design, mais l'expérience d'utilisation est ludifiée. C'est juste plus sympa à regarder. L'article rappelle que beaucoup de logiciels ludo-éducatifs des années 90, comme Adibou, Ah, Adibou? relevaient de la ludification. C'était des exercices scolaires avec un habillage de jeu. Les enfants sentaient bien que le fond restait un exercice. D'accord. La ludification, c'est l'enrobage. Et la gamification, alors? La gamification, c'est plus profond. Il ne s'agit pas juste de rendre quelque chose joli ou amusant. Il s'agit d'intégrer des mécaniques de jeu, des points, des badges, des barres de progression, pour influencer un comportement et atteindre un objectif utilitaire. Ah oui, je vois.
L'exemple le plus connu, c'est le tableau de bord de certaines voitures hybrides qui fait pousser une fleur virtuelle quand la conduite est écologique. Le but n'est pas d'amuser, mais d'inciter à moins consommer. Donc, pour notre éponge, on pourrait imaginer que la partie verte qui gratte s'efface avec l'usure pour révéler le mot « level up », indiquant qu'il est temps d'en changer. Ce serait un excellent exemple de gamification. On utiliserait une mécanique de découverte et de récompense pour atteindre un but utilitaire, l'hygiène et l'efficacité du nettoyage. Donc, si je résume, la toification change l'apparence. La ludification ajoute du fun, souvent esthétique. Et la gamification utilise des mécanismes de jeu pour nous faire quelque chose. C'est bien ça? C'est une excellente synthèse. Les nuances sont fines, mais elles expliquent pourquoi certaines tentatives pour rendre le travail amusant échouent. Parce qu'elle se contente de ludifier. L'interface alors qu'il faudrait peut-être gamifier le processus en profondeur. D'accord. Maintenant, si on a tous ces processus pour ajouter du jeu, est-ce qu'on peut faire le chemin inverse? Est-ce qu'on peut déjouer un objet? On peut tout à fait, le concept existe, c'est la dégamification. Il s'agit simplement de retirer les éléments ludiques d'un objet. Si vous prenez votre éponge Pac-Man et que vous la découpez en petits cubes, Le personnage disparaît. voilà, les indices ludogènes sont détruits. Il ne reste que la matière brute de l'éponge, purement utilitaire. Mais l'article ajoute une petite pirouette intéressante. Oui, et elle est cruciale. C'est que rien n'empêche ensuite de ludifier à nouveau ces petits morceaux d'éponge. On pourrait s'en servir comme confetti ou les imbiber d'eau pour en faire des projectiles. Le cycle peut recommencer. À l'infini, ça prouve bien que la nature jeu d'un objet n'est jamais figée. Elle dépend toujours de notre intention et de nos actions. Pour boucler la boucle, il y a une dernière dimension qu'on n'a pas abordée. C'est le commerce. Une éponge Bob l'éponge, ce n'est pas juste de la toification, si. Non, là on entre dans le domaine du marketing. On parle alors de produits dérivés ou de goodies. L'intention première n'est pas de rendre la vaisselle plus amusante. Mais de vendre plus d'éponges. Exactement. On utilise la popularité d'une licence pour vendre ou pour distribuer un objet promotionnel. Et j'imagine que les frontières sont parfois floues. Un set de Lego Star Wars, c'est un jouet? Un produit dérivé? Et un outil marketing pour vendre plus de briques Lego. C'est tout ça en même temps. Tout dépend du contexte. C'est ça. Et ça me fait penser à une citation magnifique de Jacques Henriot que l'article utilise. Il dit « Des cailloux alignés par terre, qu'est-ce que c'est? Le passant l'ignore. Des enfants surgissent. Attention, monsieur, vous marchez dans notre jeu. » C'est une image très forte. Elle résume tout. Sans les joueurs, pour le déclarer, pour créer ce cadre social, le jeu n'existe pas. Alors, si on revient à notre point de départ, la ludopédagogie. Comment est-ce qu'on la définit maintenant qu'on a toutes ces pièces du puzzle? La ludopédagogie, c'est simplement le champ qui étudie et met en pratique l'ensemble de ces activités ludiques dans un but d'apprentissage. Donc, l'éponge quiz de l'auteur. Exactement. Quand l'auteur utilise son éponge quiz en conférence, il fait de la ludopédagogie. Il a ludicisé un objet du quotidien dans un contexte spécifique avec l'accord des participants pour un objectif pédagogique. Mais dès que la conférence est finie, l'éponge redevient une simple éponge pour le technicien qui nettoie la salle. Voilà, tout est une question de contexte et de perception partagée. L'article donne un dernier exemple très parlant, la même éponge en forme de chat dans un supermarché. Si on la trouve au rayon jouets, c'est un jouet. Si elle est au rayon entretien, C'est un ustensile de nettoyage. C'est le contexte qui nous dit comment l'apercevoir. c'est vraiment fou de se dire qu'un objet aussi banal peut servir de clé de lecture pour autant de concepts. Absolument. Et l'auteur est honnête, il précise à la fin que cette approche par la construction sociale n'est qu'une facette du jeu. Il y a aussi la technologie, la structure des règles, l'expérience du joueur. Il a simplifié. Simplifier pour que sa démonstration avec l'éponge soit la plus claire possible. Mais ça nous laisse avec une dernière question, une sorte de pensée à emporter. Laquelle? Si la fonction d'un objet est si subjective, si elle dépend autant du regard qu'on porte sur lui, combien d'objets dans notre quotidien, au bureau ou à la maison, sont des outils potentiels de jeu, de créativité ou d'apprentissage, mais qu'on ne voit tout simplement pas comme tels parce qu'on est prisonnier de leur usage officiel.